Après l'évaluation du parti phare du FCC à Lubumbashi, au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été prises pour la bonne marche du parti, est-ce que ce vent d'évaluation pourra-t-il se répandre à d'autres partis qui composent le FCC? Une question qui vous sera répondue dans cette émission décryptage par l'éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci. Voilà, le PPRD a évalué. Est-ce que c'est opportun, l'évaluation? Oui, ça devait être d'abord un devoir de chaque parti politique, de chaque organisation, qui a pour vocation la gestion de la cité, surtout de toute organisation, ONG soit-elle, de pouvoir faire le point régulièrement à chaque échéance. Et d'ailleurs, tous ces partis politiques, quand ils sont formés, ils ont pour objectif d'abord de présenter un cahier des charges auprès du ministère de l'Intérieur avec des activités bien définies, avec des objectifs quant à leurs promoteurs, ce qu'on appelle les autorités morales. Et ils ont pour mission de conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Mais il arrive des fois où ces formations politiques perdent le pouvoir. C'est ça la démocratie. Eh bien, l'idéal indique, conseille, qu'il faut s'asseoir, après avoir encaissé un résultat positif ou négatif, faire le point, les bilans de ce qui s'est passé. Et le PPRD, je pense, c'est un bon réflexe d'avoir pensé sur l'instigation de son autorité morale, de faire l'évaluation de ce qu'a été le processus électoral passé. D'abord les élections qui étaient générales, regroupées en une seule journée, le 30 décembre. Ils ont eu un grand succès de remporter les élections provinciales, les élections nationales au niveau des députations. Et ils ont eu par conséquent des gouverneurs, une quinzaine. Ils ont le Premier ministre. Ils ont les gouvernements provinciaux. Mais ils ont échoué au niveau de la présidentielle. Et donc, c'était tout à fait indiqué qu'ils puissent faire le point sur ce qui s'est passé pour pouvoir définir, d'abord, comment se comporter désormais. Même s'ils sont en coalition avec leurs partenaires du cash, il serait raisonnable, et d'ailleurs l'UDPS devait le faire, l'UNC aussi, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'était la matinée politique ou les congrès? Parce qu'on a vu au cours de cette évaluation parler déjà de 2023. C'est un congrès qui ne dit pas ça. Non, ce n'est pas du tout un congrès. Un congrès, d'abord, ça ne s'organise pas comme ça. C'était tout simplement une matinée politique qui regroupe les différents représentants de chaque province. On en a 26. Leur bureau politique, avec Chadari à la tête, qui est le secrétaire permanent. Ensuite, ils se sont dit les 4 vérités. Moi, j'ai un peu assisté à quelques réunions. Ils se sont dit vraiment les 4 vérités. Tous les dysfonctionnements qui se sont produits dans ces partis pendant tous ces temps. Et enfin, ils ont arrêté un chronogramme de choses à faire pour les jours et mois à venir. Et même, ma foi, il faut qu'ils se projettent vers l'avenir. Les prochaines échéances, normalement, c'est 2023. Mais il n'est pas dit qu'il va y avoir élection en 2023 parce qu'il faut avoir l'argent, il faut avoir le temps, il faut qu'on puisse mettre en place la nouvelle CENI. Et quand on connaît les vicissitudes d'autres classes politiques, des agendas de partenaires de la RDC qui veulent toujours perturber les choses, ce n'est pas tout à fait sûr qu'en 2023, qu'il y ait un processus électoral aussi complet. Est-ce que vous ne parlez pas d'un dialogue qui s'est organisé? Parce que si vous dites que ce n'est pas sûr qu'on puisse organiser des élections en 2023, avec tout ce qu'on connaît en République démocratique du Congo, s'il n'y a pas élection, il y a quoi? Il y a dialogue? Mais d'abord, il faut savoir que les processus électoraux qui viennent de se passer, c'était une première en Afrique. Un pays s'autorise à organiser ses élections sur fonds propres et avalise ses propres résultats. Et ça gênait plus d'une personne. Et il y avait quelqu'un qui était à la base de tout ceci, qui s'appelle Joseph Kabila. Joseph Kabila a donné à la République démocratique du Congo toute sa fierté, la souveraineté, l'autonomie, le respect.
Aujourd'hui, on respecte la RDC. On cite la RDC en exemple. Et c'est lui qui est à la tête de tout ceci, c'est Joseph Kabila. Les ennemis de Joseph Kabila d'hier, est-ce que vous pensez qu'ils vont être contents qu'en 2023, que les Congolais, parce qu'ils sont ensemble aujourd'hui, Tshisekedi et Kabila, organisent leurs élections, encore une fois sur fonds propres, que ça se passe très bien, et qu'il n'y ait pas de coups de feu? Non, je ne pense pas. Moi, je suis un peu analyste, je me projette. Et vous allez voir que, au fur et à mesure qu'on évolue, il y en a qui cherchent à ce qu'il y ait divorce pour qu'ils puissent surfer dessus. Il y en a d'autres qui vont vouloir intoxiquer et Joseph Kabila pour dire voilà, Félix Tshisekedi est en train de prendre des ailes, voilà, il complote ceci comme cela. Et ils vont venir chez Félix Tshisekedi pour dire attention, Joseph Kabila est en train de comploter contre vous, il va vous tuer, il va vous faire ceci, des crocs en jambes, il faut vous séparer. Tout ceci dans le seul but de perturber le développement de la République démocratique du Congo. Si les Congolais étaient intelligents et matures, ils auraient dû, allez, je vais le dire à l'infinitif, ils doivent faire ce qui est important. Ça veut dire quoi? Rester ensemble, gouverner ensemble, définir les priorités ensemble et avancer. Et on va gagner beaucoup de temps. Depuis 1960, on n'a jamais gagné du temps. Dès qu'on a eu l'indépendance, en 60, on a intoxiqué Kasavubu, on a intoxiqué Lumumba, on a connu ce qu'on a connu. En 65, Mobutu revient, eh bien, on demande à Mobutu de neutraliser tout ce qui était pro-démocratie. Il a fait sa dictature jusqu'en 97, et pendant tout ce temps-là, on n'a pas du tout développé le Congo. Il était dans une posture de s'installer, corrompre les Occidentaux et brimer ceux qui pouvaient s'exprimer à l'intérieur. Aujourd'hui, Joseph Kabila, grand leader, et on va dire celui qui voit un peu les choses plus grand et plus loin, a dit non, on doit casser cette spirale de conflits permanents et on doit travailler ensemble pour le bien du Congo. On est là-dedans. Mais on a vu le président Félix Tshisekedi effectuer beaucoup de voyages, aller vers les bailleurs des fonds, ce qui n'a pas été le cas avec le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. On a vu il y a certains bailleurs des fonds qui, du temps de Joseph Kabila Kabange, étaient un peu réticents, mais actuellement, ils veulent venir investir. Vous ne voyez pas qu'avec ça, ça va encore fragiliser la relation entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Pas du tout. Il faut savoir qu'un pouvoir qui est tout neuf essaie d'attirer les gens, les hypocrites, les flatteurs, ceux qui veulent bien vendre les camelotes, etc. Mais qu'en réalité, ceux qui mettent la main à la poche sont très rares. Rappelez-vous quand Mzee Laurent Désiré Kabila a accédé au pouvoir, avant même qu'il arrive ici à Kinshasa, il y avait tous les miniers autour de Mzee Laurent Désiré Kabila. Les frères Boulle, sur la route de Kinshasa, à chaque étape, ils venaient le rendre visite. À Lubumbashi, il fallait voir l'attroupement. Quand il est arrivé à Kinshasa ici, combien de fois il n'a pas été courtisé? En 97, au mois de décembre, le 5 décembre exactement, moi j'étais à Bruxelles, il y avait là-bas la fameuse conférence sur les amis du Congo. Beaucoup de bonnes intentions ce jour-là. On a même réfléchi en termes de milliards qu'on allait donner à la RDC, Laurent Désiré Kabila, l'homme qui a détrôné Mobutu, etc., etc. Rien n'est arrivé. Il y a déjà les 11 milliards promis. Rien n'est arrivé. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'égossent un peu, qui pensent que aurait fait le fil à couper le beurre. Non. Quand Joseph Kabila lui-même accède à la magistrature suprême en 2001, eh bien justement, il a commencé par les voyages. Il avait dit à l'époque, j'irai partout, on parle de la paix de la RDC. Il est parti aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans le pays de la SADC, n'en parlons pas. Partout, il est parti. Bon, cette fois-là, c'était pour parler de la paix, chercher à réunifier ses collègues, il a rassemblé ici ses compatriotes, ici à Kinshasa. Et ça a été à Sun City, avec la fameuse conférence, etc. Ça donnait le résultat. L'actuel président, c'était tout à fait naturel de faire connaissance, ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région.
de faire connaissance avec ses collègues au niveau international, parce qu'il faut qu'on puisse les connaître aussi, ils puissent présenter un peu ce qu'il a comme vision, etc. Mais je pense que beaucoup de gens qui sont avec lui, ou lui-même, s'est rendu compte que dans tous ces voyages, il y a beaucoup de bonnes intentions. Et tous ces gens-là, d'ailleurs, en commençant par la Belgique, disent toujours oui, oui, c'est gentil, bravo, félicitations, mais nous attendons voir. Nous avons quelques conditionnalités, si effectivement ça va se faire, et puis on voit ce qu'on peut faire, etc. Tous ces pays-là fonctionnent sur base de leurs intérêts. Personne n'est pas sorti son argent, dire voilà, parce que c'est la RDC, je vais donner. Non. Nous attendons les sommes trébuchantes, hein, qui entrent effectivement dans le compte du Trésor, à la Banque centrale. Des vrais projets décaissés. Je souligne décaissés. Pas les intentions. Oh, la Banque mondiale a dit, oh, le FMI a dit, la Banque africaine a dit. Non, on n'a pas besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin de sommes trébuchantes, du cash, des projets. On arrive, on dit on a débloqué autant, on commence les travaux demain. Parce que chez nous, il n'y a que des priorités. L'argent qui tourne aujourd'hui, c'est l'argent que Joseph Kabila a laissé dans les comptes. Plus d'1 milliard de dollars. C'est ça qui a pu permettre de faire les 100 jours. La plupart des projets qui aujourd'hui on a inaugurés, ce sont les projets initiés il y a 2 ans, 3 ans. Certains arrivent à finition, et le président est en train d'inaugurer. C'est ça la vérité. Alors, et donc, il faut féliciter le président Tshisekedi lorsqu'il amorce ces balais diplomatiques. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui est fait d'une manière, on va dire, émotionnelle, d'une manière, on va dire, protocolaire. Non, il faut que chaque voyage soit quantifié, que ça nous rapporte, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure maintenant que ça évolue, il va pouvoir charger le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Coopération, le ministre sectoriel, pour pouvoir aller faire ses travaux. Et nous, on comptabilise au niveau de Kinshasa, qu'est-ce que cela apporte. Le plus important dans tout ceci, c'est les gens qui accompagnent le président. Regardez, quand Macron vient de partir en Chine, oui. 50 entreprises françaises, avec 200 journalistes. Pour faire quoi? Aller vendre à la France, collecter des contrats, et surtout, au retour du pays, faire les suivis. Où est le desk investissement qui fait le suivi de chaque voyage pour quantifier tout ceci? Nous sommes des médias, on aurait voulu qu'on ait à chaque voyage la synthèse de ce qui a été dit là-bas, en images, pour qu'on puisse savoir un peu, voilà, le président a fait ceci dans tel pays, voilà ce que ça va donner, etc. Pas l'instantané, ce qu'on appelle le WhatsApp, etc. On n'est pas dans une culture d'instantané, on est dans une culture de suivi pour que cela produise. Parce que là, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du Congolais. Il faut que cet argent ait de retombées. Mais vous parlez de Macron avec 200 journalistes, oui. Et autant de voyages, s'il faut parler de la RDC, mais s'il faut 200 journalistes pour le président de la République, avec autant de voyages, ça sera budgétivore pour l'État congolais, vous ne trouvez pas? Bon, je ne dirais pas que notre président doit partir aussi avec 200 journalistes. Oui. Je dis tout simplement que la presse qui voyage avec le président doit être représentative. Oui. Presse publique, presse privée, presse indépendante, représentative, et surtout qu'est-ce qu'on appelle retombées presse. Jusque-là, on n'a pas les retombées, on n'a pas de la visibilité sur ce qui a été fait, ce qui a été dit, etc. On ne peut pas le reprojeter même dans l'opinion pour que la restitution de ce qui a été fait soit connue par celui qui est resté au pays ou celui qui va suivre ses voyages a posteriori. C'est très important. Parce que nous vivons dans un monde de communication, dans un monde de rendre compte de la redevabilité. Et c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il faut schématiser tout ce qui est en train d'être fait. Autant on demande que le gouvernement, les ministres, les ADG, les gestionnaires de la territoriale rendent compte de ce qu'ils font, autant l'exemple doit venir d'en haut. Voilà. Revenons à l'évaluation PPRD. Est-ce que
il y a une bonne entente entre le PPRD et l'UDPS? Bien sûr, dans une bonne famille, il ne manque pas des divergences. Justement, les chocs des idées jaillissent de la réflexion, des bonnes idées. Pas plus qu'hier, j'ai été dans une réunion où j'ai vu les gens du CACH, les gens de l'IDPS, plutôt CACH, et PPRD, PFCC, s'est congratulé, etc., etc. Chadari, Augustin Kabouya, Là, peut-être c'est seulement au niveau des dirigeants, mais au niveau des bases, il y a toujours... Mais justement, il y a un problème de gestion des bases, des militants, des états-majors. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans notre pays, il y a toujours dissonance entre la tête et la base. Moi, j'ai cru comprendre que lorsque à Genève, il y a eu cette dissonance, la tête, Tshisekedi et Kamere, avait dit « Nous voulons nous comporter en fonction de la base ». Mais la base, ce sont des masses. Comme dirait un écrivain, la masse n'a pas de conscience. La masse doit être encadrée, formée, orientée. Et donc, cette communication, à la base, doit être faite en permanence. Les responsables des cellules de base doivent être informés par leur direction, par leur fédération, de sorte qu'il y ait le même message. Vous avez vu qu'à chaque fois, quand il y a ces dissonances au niveau de la base, PPRD, UDPS, UNC, il y a rencontre à la tête entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il reste souvent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures la dernière rencontre. Et ils parlent ensemble, ils planifient l'avenir, etc. Mais ils ne doivent pas être là pour tout dire à la base. Mais c'est à leur état-major, les responsables, de relayer cette confiance qui n'est pas du tout entamée au niveau de la tête pour que les choses fonctionnent on ne peut plus normalement. Est-ce que Chadari continue toujours à bénéficier de la confiance du président du parti? Parce qu'il y a déjà des rumeurs sur les réseaux sociaux qui seraient suspendues. Absolument. Emmanuel Chadari, c'est le soldat de Joseph Kabila. Les soldats du FCC, les soldats du PPRD. Les propos qu'il aurait tenus à Lubumbashi Il n'a tenu aucun propos discourtois. Il a parlé comme un chef de parti, il a parlé comme un encadreur. Ce sont des propos militants. Qu'est-ce que vous voulez qu'un responsable d'un parti politique ne puisse pas dire pour galvaniser ses bases? N'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas utiliser ces soldats, par exemple? Parce que lui, avec sa stature, tenir de tels propos... Mais quels propos? Citez-moi une phrase discourtoise qui a été un peu, je dirais, à l'écart de politiquement correct. Par exemple, parti milice, nous allons répondre coup sur coup. Non, ça c'est une expression. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire parti milice? Parti milice, ça veut dire vous avez un parti politique dont certains, pas tous, de vos militants de la base se comportent comme une milice. Ça veut dire quoi? Ils ont un comportement, on va dire, incivique, un comportement qui ne respecte même pas la ligne du parti, parce que certains militants même, que ce soit au niveau du PPRD, que ce soit au niveau de l'IDPS, font des choses là même en référé à leurs dirigeants. Et donc, Chadari donnait des conseils à ces militants pour dire, nous ne devons pas avoir un comportement des miliciens. Mais si on vous agresse, il faut savoir vous défendre. Ça, on ne peut plus clair. Un papa doit parler comme ça à ses enfants. Est-ce que vous connaissez, vous, un papa qui va dire à ses fils, quand vous allez dans la rue, si quelqu'un vous gifle, eh bien, fouillez seulement. Surtout s'il s'agit d'un garçon. Non, non. Il faut dire à votre fils, il faut être garçon. Comme ça, on va vous respecter. Et on n'a pas vu le président du parti, le président Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qu'il devait y faire là-bas? Il n'est pas secrétaire permanent, il est président. Non, du tout, il devait être présent, comme dans d'autres partis politiques. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Il est autorité morale, président du PPRD, certes, mais il est aussi président d'autres partis, du FCC. Il est autorité morale de l'ensemble du FCC. Il est président du FCC aussi, il faut le dire. Et donc, ça, c'était une réunion, d'abord au niveau du bureau politique du FCC, avec les représentants de chaque province. Et donc, ils devaient réfléchir en tant que cadre pour leur parti. Le président interviendra lorsqu'il s'agira à la fois de galvaniser l'ensemble et des militants et des cadres, etc., dans une petite messe que ça se fera peut-être à l'intérieur du pays ou à Kinshasa. Mais ça viendra à son temps opportun. C'est
PPRD en tant qu'entité devrait se réunir pour réfléchir. Plusieurs personnes s'attendent à ce que les têtes puissent tomber parce que... Mais les têtes, pourquoi? Parce que le PPRD a raté la présidence de la République. Et lorsque vous ratez la présidence dans d'autres partis politiques, que ce soit à RDC ou ailleurs, il y a des restructurations. Il y a des têtes, des nouvelles têtes. Pourquoi ne pas envisager cette d'abord, option? le PPRD a eu le temps de faire son évaluation. Ils ont versé toutes les réflexions chez leur autorité morale. Et c'est lui et lui seul qui est habilité à prendre des décisions, des restructurations, des réformes. S'il y a des décisions à prendre en termes de réorganisation, il faut attendre que l'autorité morale décide. Pourquoi les gens veulent aller vite en besogne? Déjà, le PPD a eu déjà la possibilité de faire cette évaluation avant tous les autres partis politiques. Il faut que les autres déjà commencent par faire les évaluations. Pourquoi, par exemple, l'IDPS n'a pas eu de sénateur, n'a pas eu autant de gouverneurs, n'a pas eu autant. Pourquoi l'UNC pour l'UDPS, a peu de c'est partis rêvé politiques. depuis 37 ans. Ils voulaient la présidence, l'impérium. Mais tout le monde voulait la présidence. Tout le monde. Mais tout le monde voulait aussi avoir des représentants au niveau de la territoriale. Vous pouvez avoir la présidence de la République, mais si vous n'avez pas la territoriale, vous allez appliquer votre politique comment? Parce que nous sommes dans un système de la décentralisation où les gouverneurs ont beaucoup de pouvoir. Les ETD ont beaucoup de pouvoir. Et donc, la vision, elle peut être édictée au niveau de la présidence de la République, mais exécutée sur le terrain par des gens qui ne partagent pas votre idéologie, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que ces vents pourra aussi se répandre dans d'autres partis? Mais c'est un conseil que je donne à tout le monde. J'ai vu les CT un peu faire ça accessoirement à l'intérieur du pays. Il faut que ça soit fait un peu de la manière dont du PPRD. Je ne plaide pas pour le PPRD forcément, mais j'ai constaté que c'était une démarche responsable. Oui, PPRD, oui, mais et aussi FCC ensemble. Oui, j'ai discuté avec le coordonnateur du FCC et puis il s'est exprimé à ce sujet. Et il a dit que bientôt, ça sera une évaluation grandeur nature du FCC pour arrêter des stratégies, parce qu'il y aura bientôt les locales qui vont se tenir. Ensuite, la grande problématique de la CENI qui va organiser les prochaines élections, parce que vous savez qu'on n'a pas fini le cycle. Et donc, tout ceci doit être fait. Pour la CENI. La CENI exige 300 millions pour l'organisation des élections. Oui, mais il faut les trouver, ces 300 millions. Ça. Quand je vous ai parlé tout à l'heure que c'est improbable qu'on ait des élections en 2023, vous avez l'air de paniquer un peu. Non. Les élections, ça s'organise avec de l'argent. Ça s'organise aussi avec la paix. Si on commence des opérations militaires qui ont déjà commencé à l'Est, et si ça s'enlise, l'argent qu'on devait organiser les élections avec va manquer. Les territoires qui seront en conflit ne pourront pas participer aux élections. On risque de connaître ce qu'on a connu à Yumbi, à Beni, grandeur nature. Et entre-temps, le président va encore glisser. Et là, vous allez faire le même reproche que vous avez fait à Joseph Kabila. Il y aura encore dialogue. Et puis voilà, vous devez finir votre mandat en 2023. Il faut faire les élections à tout prix. Et il va vous répondre, on ne peut pas faire des élections quand il y a la guerre. Et on n'a pas de moyens pour faire des élections. Les Lamoukas seront là, dans les dialogues, tout le monde. Pas seulement les Lamoukas. Vous allez voir, les ONG vont sortir du bois. Non, ma constitution et tout ceci. Voilà, tout ce que vous avez connu avant, ça va encore revenir. Et qui va perdre? La RDC. Pendant toutes ces turpitudes, c'est l'économie qui va connaître un coup. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, vous êtes éditorialiste maison, vous avez passé en revue ce qui s'est passé à Lubumbashi par rapport au PPRD. Nous signalons que vous n'êtes pas membre du PPRD. Ah non, du tout. Je suis membre d'aucun parti politique. Voilà, effectivement. Je suis du Congo. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.